Dans la leçon sur les composants de base d'une application Android, où nous avons vu le composant Activity, nous avons vu que le composant qui permet d'afficher les éléments à l'écran est le composant Activity. D'ailleurs, tout au long des leçons précédentes, nous avons vu comment, avec Jetpack Compose, on peut créer des éléments d'interface utilisateur au-dessus de ces composants. Toujours dans la leçon sur le composant de base d'une application Android, nous avons vu comment, à partir des intentions ou intent, nous pouvons démarrer une nouvelle activité depuis une autre. C'est-à-dire, par exemple, à partir d'un composant Activity A, avec des éléments d'interface utilisateur créés avec Jetpack Compose, on peut démarrer un autre composant Activity, disons l'Activity B, aussi avec des éléments d'interface utilisateur créés avec Jetpack Compose. Cette manière de faire pour définir les différents écrans de votre application avec plusieurs composants Activity consiste à utiliser l'architecture qu'on appelle l'architecture à activités multiples, qui est une architecture qui consiste à avoir un composant Activity pour chaque écran de votre application. Mais le problème, cette approche présente quelques problèmes, comme par exemple les composants Activity ont un cycle de vie qui des fois est complexe à gérer. Avoir alors un nombre important de composants Activity avec chacun son cycle de vie peut devenir complexe. Mais aussi, la création et la destruction de plusieurs instances Activity peuvent avoir un impact sur les performances, plus particulièrement pour les appareils les plus anciens. Pour éviter tous ces problèmes, il faut plutôt utiliser l'architecture à activité unique. Une architecture qui consiste à avoir un seul composant Activity qui contient tous les écrans de votre application, ici des fragments ou des fonctions composables. Maintenant, pour naviguer ici entre différents écrans, il faut un système de navigation qui gère alors l'affichage de ces différents écrans. Cette architecture peut potentiellement conduire à de meilleures performances de votre application, car moins d'instances des composants Activity doivent être créées et détruites. Pour faire cela avec Jetpack Compose, on utilise les composants Navigation Compose, et c'est ce qui fait l'objet de cette leçon. Nous allons voir ensemble comment, à partir d'un seul composant Activity, nous pouvons naviguer entre plusieurs écrans, disons plusieurs fonctions composables. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, allons-y d'abord comprendre cette petite analogie. Imaginez, vous voulez construire une maison. De base, vous devez disposer d'abord d'un terrain sur lequel la maison sera construite. Une maison est constituée de compartiments. Nous avons ici par exemple un salon, une cuisine, une chambre et une toilette. Pour accéder à tous ces compartiments, il y a des itinéraires à suivre. Par exemple, pour accéder au salon, il faut passer par la porte d'entrée de la maison. Pour accéder à la cuisine, l'itinéraire, c'est de commencer à accéder au salon, puis alors accéder à la cuisine par sa porte. Même chose pour accéder à la chambre. Il faut commencer par le salon, puis accéder à la chambre par sa porte. Et enfin, pour accéder à la toilette, il faut commencer par le salon, puis la chambre, pour pouvoir accéder à la toilette via sa porte. C'est vraisemblablement la même chose avec les concepts qui sont utilisés dans Navigation Compose. Ici, les terrains représentent les composants Activity, qui est le composant sur lequel les éléments d'interface utilisateur sont construits. Pour notre cas, on utilise le framework Jetpack Compose. Le cadre de la maison va représenter, dans Navigation Compose, ceci va représenter la fonction composable nav-host, qui est le conteneur principal de votre navigation. Il héberge différents écrans ou différentes fonctions composables et gère les transitions entre eux. Ensuite, nous avons les compartiments, les différents compartiments de la maison, qui représentent, eux, les écrans spécifiques. Bien évidemment, des fonctions composables avec chacun sa conception. Nous avons aussi des concepts dans le composant Navigation Compose, comme par exemple les nav controller ou encore les nav graph.
Le nav controller peut être illustré comme un guide de la maison. Il connaît tous les chemins pour aller d'un compartiment à l'autre et peut nous y amener sur demande. Avec Navigation Compose, le nav controller gère les stacks ou la pile de navigation. C'est ce composant qui sait où est-ce que nous en sommes et si on veut aller à une autre destination quelconque, c'est ce composant qui nous y amène. Si on veut retourner là où nous étions, c'est toujours ce composant qui nous y ramène. Nous avons aussi les nav graphes. C'est le plan de toute la maison. Il montre tous les compartiments et les différents itinéraires pour les accéder. Dans Navigation Compose, le nav graph vous permet de définir la structure de toutes les destinations. En parlant de destinations, on voit l'itinéraire qui nous amène vers l'écran qui doit être affiché. Pour donner sens à tout cela, dans Android Studio, nous avons déjà notre composant Activity. En tout cas, c'est l'unique Activity que nous allons avoir pour contenir tous les écrans de notre interface utilisateur. Voilà, pour faire la navigation avec la librairie Navigation Compose, nous devons importer cette librairie dans notre projet. Pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier libs.version, qui est notre version catalogue, là où on déclare toutes les dépendances de notre projet. Voilà, ici, on nous signale déjà que nous utilisons des versions obsolètes des différentes librairies que nous utilisons dans notre projet. Je vais définir partout la dernière version recommandée par Android Studio. C'est bon. Et par la suite, toujours dans la section version de notre version catalogue, je vais définir la version de Navigation Compose. Ça sera à 2.8.0. Voilà. Nous aurons aussi besoin de la librairie Kotlin Serialization. Ici, ça sera Serialization et la version sera à 1.6.3. Voilà, je crois que ce sont là les versions qui sont à jour. Dans la section Libraries, je vais ajouter juste ici la librairie Android X-Navigation-Compose. Et ici, comme groupe, la librairie est de la famille des librairies Jetpack, Android X, voilà, du groupe Navigation. Et le nom de la librairie, c'est Navigation Compose. Version.ref, la version, c'est déjà défini dans la variable Navigation Compose au niveau de la section Versions. Et pour la sérialisation avec Kotlin, ça sera dans Kotlin X-serialization-JSON. C'est une librairie développée par JetBrains du projet Kotlin X. Et le nom de la librairie, c'est Kotlin serialization-JSON. Et la version par version.ref, la version est déjà définie dans la variable serialization. Cool. Et pour que cette librairie fonctionne, nous aurons besoin du plugin Gradle Kotlin pour la sérialisation. Ça sera dans Kotlin Serialization. Voilà, identifié par org.jetbrain.plugin.serialization. Et la version, c'est celle du langage Kotlin. Ces plugins, je vais d'abord l'appeler au niveau du fichier de configuration build.gradle au niveau du projet, juste ici. Et là, ce sera Kotlin Serialization que je vais encore une fois appeler dans les fichiers de configuration Gradle au niveau du module app. Juste dans le bloc dependencies, dans ce même fichier,
Je vais alors ajouter les deux librairies comme dépendance. Implementation. Voilà. À l'objet libs, je vais appeler .androidx, .navigation, .compose. Et pour la sérialisation, ici c'est Kotlin X, .serialization.json. Au fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les tirets dans une version de catalogue ont été remplacés par les points lors de l'appel de dépendance dans les fichiers DSL Kotlin, dans les deux fichiers gradle.kts. Tout cela pour respecter la convention de nommage standard pour les identifiants Kotlin. Si on mettait des tirets ici, en tout cas ça ne marcherait pas. Kotlin considérerait cela comme une erreur de syntaxe. D'où, au lieu de mettre des tirets, nous avons mis le point. Je vais synchroniser les projets parce que j'ai apporté des modifications sur la configuration du projet en ajoutant même des nouvelles dépendances. Et en synchronisant, Gradle va configurer les projets avec la nouvelle configuration en téléchargeant les nouvelles dépendances dans les projets pour qu'on soit à mesure d'utiliser les nouvelles configurations dans notre projet. C'est bon, la synchronisation est finie, c'est déjà bon. Maintenant, nous pouvons écrire notre code. Je vais d'abord commencer à créer nos différents écrans de notre application. Le premier, ça sera dans un fichier dont c'est package, un fichier Kotlin dont le nom est screen A comme ceci. Une fonction composable comme ceci, fan screen A. Voilà, à l'intérieur, je vais définir la fonction box, like this, modifier à modifier fill max size pour que ça remplisse tout l'écran. Content alignment, ce sera à alignment center pour aligner ces contenus au centre. Le contenu ici, c'est une fonction composable colonne dans laquelle je vais ajouter un texte par la fonction composable texte. Le texte ici, c'est screen A. Et juste en bas, un bouton par la fonction composable button. Le texte du bouton ici, ça sera naviguer vers screen B. Cool. Je vais copier ces bouts de code que je vais amener, mais en attendant, je vais d'abord créer un nouveau fichier. Voilà, le nom du fichier, ça sera screen B. C'est juste un fichier dans lequel je vais alors coller les codes que j'ai copiés. Le nom de la fonction sera screen B. Je n'ai pas besoin du bouton ici, en tout cas pas. À ce niveau, c'est aussi screen B. Voilà. Nous avons déjà les deux écrans de notre application qui seront tous affichés sur un seul composant Activity. L'affichage ne se fera pas au même moment, c'est-à-dire tous les deux écrans ne seront pas visibles au même moment à l'écran. Mais l'objectif ici, c'est d'afficher au démarrage, à l'entrée de l'application. Voilà. Disons que lorsqu'on entre dans la porte de la maison, à l'entrée de l'application, d'afficher juste le screen A. On veut entrer au compartiment screen A, si on part dans le sens de l'analogie qu'on a présentée. Et maintenant, à partir du compartiment screen A, à partir de l'écran screen A, que nous ayons maintenant la possibilité d'accéder ou de naviguer vers le screen B. Ce qu'il faut faire ici, je dois d'abord avoir l'objet navController. Donc, je vais d'abord déclarer ici val navController, qui est retourné ici par la fonction remember navController. Remember, cela permet lorsque il y a des compositions
que, euh, que le nav control ne perd pas son état. Voilà. Cette fonction gère la pile des écrans selon la règle dit dernier entrée et premier sortie. On va voir ça un peu plus tard. C'est le composant, comme on l'a montré dans l'analogie qu'on a faite, qui maîtrise toutes les itinéraires de l'application, ou disons de la maison. Il connaît là où nous sommes, là où nous voulons aller, comment y aller, comment revenir. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de la fonction composable nav-host. Cette fonction contient ou héberge les différents écrans de l'application. C'est le conteneur des écrans de l'application. Au paramètre nav-controller, ici, nous allons passer comme argument notre nav-controller. Et au paramètre start-destination, voilà, ici, on doit préciser la porte d'entrée de notre application. Et là, il faut bien préciser l'itinéraire ou les routes. Ici, disons en termes simples, la porte qui amène vers l'écran qu'on souhaite afficher au démarrage. Disons que Screen A, c'est ça notre salon. Et maintenant, pour accéder au salon, on doit passer par la porte. C'est la même chose ici. Nous avons les nav host dans lesquels on va hoster tous les écrans de l'application. Et au démarrage de l'application, nous devons accéder au premier écran de l'application. Et c'est à partir du paramètre Start Destination qu'on doit définir cette porte-là, ces routes ou cet itinéraire. Voilà, jusque-là, je n'ai pas encore défini les itinéraires ou les routes de ces nav host. Et pour bien organiser mon code, je vais créer un fichier que je vais nommer route. Ça sera un objet singleton. Voilà, à l'intérieur, je vais déclarer mon premier route ou itinéraire qui nous amènera directement vers la destination, le screen A. Voilà, les routes avec la navigation compose sont des instances. Et ici, voilà, comme on ne sera pas en train de créer d'instances, je vais plutôt illustrer cela. Je vais plutôt représenter cela par un objet singleton, object A. Voilà. Là, nous avons notre premier route. Et pour que cela marche, ça doit être annoté par la notation serializable. Voilà. Et le deuxième itinéraire ou route, je vais mettre la notation serializable. Ça sera aussi un objet singleton, object, le nom du route, ici c'est B. Et nous allons utiliser ces routes pour nous amener directement au niveau du screen B. Voilà, c'est ça sa destination. Maintenant, ici, au niveau du paramètre Start Destination, nous allons définir les routes qui nous amènera vers la destination qu'on souhaite afficher au démarrage du nav host. Si on part dans le contexte de la maison, où est-ce que nous voulons entrer lorsqu'on passe par la porte d'entrée de la maison? Normalement, c'est au salon. Maintenant, dans le cadre de notre application, quel écran nous voulons afficher lorsqu'on accède à notre application? Ici, je vais mettre directement l'itinéraire route.a. Voilà. Mais jusque-là, on ne sait pas la destination que l'itinéraire ou route A nous amène. On ne sait pas dans quel compartiment la porte A va nous amener si on va dans ce sens. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'a pas encore défini les plans de la maison, la structure des écrans de l'application. Et le composant qui nous permet à faire cela, c'est le nav graph, qui définit chaque itinéraire avec sa destination, avec l'écran qu'il doit afficher. Nav-host est une fonction composable qui disponibilise des fonctions spécifiques à elle grâce au domaine specific language de Kotlin, lesquelles fonctions ne sont que spécifiquement utilisables que si on est dans les blocs nav graph builder.
du paramètre build, voilà, qui est déjà d'ailleurs défini ici comme une fonction lambda. C'est ici que nous allons définir les nav graph, qui est, comme je le disais tantôt, la structure de navigation de notre application. On définit ici l'itinéraire ou les routes, ainsi que la destination que l'itinéraire nous amène, qui n'est rien d'autre que l'écran à afficher. Pour ce faire ici, on va utiliser la fonction composable, comme ceci. À ce niveau, on définit l'itinéraire. Voilà, c'est juste le type. Il s'agit ici de l'objet route.a, c'est ça l'itinéraire. D'ailleurs, l'itinéraire par défaut, la route d'entrée de l'application, route A. Et dans ces blocs, on détermine alors la destination, l'écran qui sera affiché à cet itinéraire. Il s'agit bien évidemment de l'écran screen A. Voilà. Et la deuxième destination, toujours par la fonction composable, la destination sera accessible à partir de l'itinéraire route B et ça sera vers l'écran défini dans la fonction composable screen B. Voilà. Là, nous venons de définir les nav graph de notre navigation. Nous avons en d'autres termes les plans de notre navigation. Et déjà à ce niveau du nav host, on nous dit qu'au démarrage, la destination initiale sera l'écran défini à l'itinéraire ou route A. Ce qui veut dire au lancement, directement le screen A va s'ajouter dans la pile de navigation du nav controller. Je vais exécuter d'abord pour voir ce que ça va donner. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons l'écran de la fonction composable screen A. Une destination atteignable à l'itinéraire ou route A qui s'affiche à l'initiale. Tout simplement parce qu'on a déterminé les routes de cette destination au paramètre Start Destination. Voyons voir maintenant comment naviguer vers différentes destinations du nav graph. L'idée ici, c'est qu'à partir de l'écran Screen A, nous parvenions à naviguer vers l'écran Screen B. Et cette action doit se faire en cliquant sur les boutons définis dans la fonction composable Screen A. L'objet qui contrôle la navigation, comme on l'a vu juste au début, c'est l'objet NavController. Celui-ci est défini dans le bloc où la fonction Screen A est appelée. Donc, le seul moyen d'accéder à cet objet dans la fonction Screen A, c'est de le passer comme argument. Ainsi, au niveau de la fonction Screen A, je vais définir les paramètres NavController du type NavController. Pour alors naviguer vers le Screen B, je vais appeler ici à l'objet NavController la fonction Navigate et passer en paramètre l'itinéraire qui mène vers la destination qui affiche l'écran Screen B. Il s'agit de l'itinéraire route.b. Cette fonction va ajouter dans la pile de navigation la destination du route B. Au démarrage du nav host, la pile est chargée par la destination initiale, la route A. Mais quand l'utilisateur cliquera sur ces boutons, au-dessus de la destination du route A sera ajoutée la destination du route B. Et ici, on doit juste se rassurer que la destination est définie dans les nav graph. Dans les cas contraires, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ici, la fonction screenA va nécessairement exiger un argument au paramètre NavController. Et juste ici, je vais passer le NavController comme argument. Je vais exécuter l'application pour voir si ça va marcher. Quand je clique, et oui, nous accédons à l'écran Screen B. Comme je le disais, notre pile de navigation
a maintenant deux éléments. La première destination qui nous a mené directement dans l'application et la deuxième destination qui vient de s'ajouter une fois qu'on a cliqué sur les boutons. Souvenez-vous, nous avons précédemment dit que le nav controller gère la pile de navigation selon la règle LIFO, last in, first out, dernier entrée, première sortie. La destination qui s'ajoute au dernier dans la pile de navigation est celle qui sera retirée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton retour du système Android. Lorsque je clique sur le bouton retour, voilà que nous revenons à l'écran Screen A. Compose a détecté le déclenchement du bouton retour du système Android. L'objet Nav Control a directement retiré dans la pile de navigation la dernière destination qui était ajoutée par la fonction Navigate et on se retrouve encore une fois là où nous étions avant au niveau du Screen A. En tout cas, ça marche sans aucun problème. Mais remarquez une chose ici, cette façon de passer le nav control comme argument dans la fonction Screen A n'est pas vraiment clean selon moi. En tout cas, je trouve inapproprié de contrôler un objet dans une autre fonction. C'est mieux de le contrôler directement là où il est déclaré, là où il est créé. Pour ce faire, au lieu de définir nav control ici comme paramètre, je vais plutôt définir ici les paramètres on navigate to screen B. Voilà. Ça sera une fonction sans paramètres et qui ne retourne rien. Les instructions de cette fonction seront exécutées lorsque l'utilisateur clique sur les boutons. Voilà. En tout cas, là, c'est vraiment bon. Vous allez voir dans Main Activity, à l'appel de la fonction Screen A, nous allons ici définir l'argument au paramètre on navigate to screen. Voilà. Ça sera comme une fonction lambda. Et les instructions ici seront appelées là où le paramètre on navigate to screen B est appelé dans la fonction screen A. L'instruction ici consiste à naviguer vers la destination de l'itinéraire B. Donc, on va faire comme on l'a fait. Nav controller, je vais appeler la fonction navigate et là on va passer l'itinéraire où on veut aller, c'est à partir de l'itinéraire route.b. Voilà une bonne manière selon moi de faire ceci. Comme vous pouvez le voir, nous contrôlons les nav controller là où nous l'avons défini. En tout cas, c'est très bon. Et quand j'exécute, vous allez voir que ça va marcher. Voilà. En tout cas, je vous recommande cette façon de faire. Au lieu de passer le nav controller comme un argument, passez plutôt les instructions à exécuter comme argument. C'est très propre et tout bon de faire comme ceci. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut passer les arguments lorsqu'on navigue d'une destination vers une autre. En d'autres termes, vous avez des données dans Screen A que vous voulez envoyer vers Screen B pendant la navigation. Pour ce faire, lorsqu'on définit les itinéraires, l'itinéraire qui amène vers la destination ou vers l'écran qui veut recevoir les données doit être une data class. Voilà, avec comme propriété les données que sa destination aura besoin. La première propriété ici, ça sera val myText du type string. Et la deuxième propriété, ça sera myNumber du type int. À ce niveau, ça supporte tous les types de données qui sont serialisables. Voilà. Maintenant, dans Main Activity, là où on appelle la fonction Navigate, pour naviguer vers l'itinéraire B, je vais définir les arguments aux différentes propriétés de notre data class. Voilà. Une forme de création d'une instance. Disons que ce sont les données qui proviennent des Screen A. Normalement, ça devrait provenir directement dans la fonction Screen A. Normalement, ça devrait provenir de là comme des arguments de la fonction on navigate to Screen B.
Mais pour aller plus vite, je vais les définir directement ici. Au paramètre texte, je vais passer texte from A. Voilà. Et au paramètre myNumber, je vais passer 100 par exemple. Ces données, je serai en train de les envoyer au screen B pour qu'elles soient utilisées dans ces screens. D'où je vais faire en sorte que screen B, cette fonction ici, reçoive ces données comme argument de ces paramètres. Donc, je vais devoir définir les paramètres. Ici, les paramètres texte du type string et le paramètre number du type int. Et dans la fonction colonne, juste en bas, dans un autre texte, un autre élément UI texte, voilà, c'est ici que je serai alors en train d'utiliser les données reçues, juste en les affichant. La valeur de la variable texte, comme ceci, séparée par, c'est mon champ, pour afficher la valeur de la variable number. Dans main activity, au fait, à ce niveau, tout apparente ou tout est clair que les données qu'on envoie au screen B proviennent directement depuis main activity. En tout cas, dans certains scénarios, cela peut être faisable, mais l'idée ici, c'était d'envoyer les données provenant de l'écran screen A. Voilà. Dans screen A, la fonction qui est exécutée pour naviguer vers le screen B est la fonction onNavigate to screen B. Maintenant, je vais faire en sorte que cette fonction, lorsqu'elle est appelée, qu'elle envoie aussi les données à transférer au screen B, comme le nav controller n'est pas accessible à partir d'ici. La fonction onNavigation to screen B aura maintenant deux paramètres. Le premier, ça sera du type string, comme nous avons une donnée du type string. Et le deuxième sera du type int. Voilà, ce sont là les données qu'on souhaite envoyer au screen B. Et à ce niveau, je vais passer comme argument ici, le premier argument du type string, ça sera text from screen A. Et le deuxième du type int, ça sera, voilà, ça sera 100. Cool. Ce sont là les données du screen A. Nous sommes dans le fichier screen A, dans la fonction screen A. C'est mieux de parler de fonction que de fichier. Nous sommes dans la fonction screen A. Et ce sont ces données que je vais envoyer au screen B, à la fonction composable screen B, qui est l'écran, qui est l'autre écran où nous voulons nous diriger avec les données. Ces arguments, je vais les accéder juste ici, dans cette fonction lambda, comme la donnée en chaîne de caractères, je vais la récupérer comme texte, et la donnée en entier, je vais la récupérer comme number, juste comme ceci. Voilà, maintenant ici, au lieu de passer directement la valeur ici, je vais plutôt mettre la donnée en provenance de l'écran screen A. Texte ici et number juste ici. Ces données seront disponibles quand les instructions de la fonction onNavigate to screen B seront exécutées. Voilà. Pour alors récupérer les données en provenance de screen A, à ce niveau, là où on définit la destination de l'itinéraire B, je vais récupérer dans la variable val args les arguments à partir du navBackstackEntry, ici accessible par it, à partir de la fonction toRouteLac10. Il faut préciser le type de route ou itinéraire qui mène vers cette destination. Il s'agit de route B. Voilà. Et maintenant, au niveau de la fonction screen B, il faut alors préciser des arguments aux paramètres texte et number.
au paramètre texte, ça sera depuis l'objet arg, sera en train de récupérer la valeur à la propriété myText. Et au paramètre number, je vais appeler la propriété myNumber. Je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Et voilà comment est-ce que nous avons récupéré les données d'une fonction composable qui joue le rôle d'un écran et que nous avons envoyé ces données dans une autre fonction composable à partir de la librairie Navigation Composer. Voilà. Enfin, pour cette leçon, nous allons voir maintenant comment retourner en arrière de la pile de navigation. Précédemment, nous étions en train d'utiliser le bouton de contrôle retour du système Android qui, une fois cliqué, permet de retirer la destination actuelle, permet de retirer la dernière destination de la pile de navigation. Pour implémenter cela par nous-mêmes, je vais ajouter un bouton juste ici en bas. Voilà. Et comme texte, ça sera retour vers screen A. L'instruction ici, comme nous l'avons fait pour l'autre screen là, je vais définir un paramètre fonction à ce niveau, juste ici. La fonction sera, le paramètre sera onNavigate back. C'est une fonction sans paramètre et qui ne retourne rien. Voilà les instructions qui seront définies ici comme argument seront exécutées juste en cliquant sur le bouton. Maintenant, au niveau de Main Activity, là où j'appelle la fonction screenD, je vais définir l'argument au paramètre onNavigate back. C'est une fonction, voilà les instructions, je vais le définir comme une fonction lambda. Et à l'intérieur, à l'objet NavController qui gère la pile de navigation ici, à cet objet, je serai en train de retirer dans la pile de navigation la destination vers screen B. Pour ajouter à la pile, nous étions en train d'utiliser la fonction navigate et passer les routes de la destination. Mais ici, pour retirer la destination de la pile de navigation et retourner vers l'arrière, on appelle ici la fonction popBackStack. En retirant les stacks à ce niveau, ce qui va rester, c'est la destination vers screen A. Et c'est l'écran qui sera alors affiché. Juste exactement comme le bouton retour du système Android le faisait. Je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça marche. Et là, je vais naviguer vers le screen B. C'est bon. En cliquant sur le bouton retour vers screen A. Et oui, ça marche comme vous pouvez le voir. Nous revenons depuis le screen B, nous revenons vers le screen A. C'est cool.